Chers internautes, bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Harmattan. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble l'école Mon choix, ma passion de M. Amadou Moustapha Sène que nous avons l'honneur d'accueillir sur ce plateau. Bonjour, M. Amadou Moustapha Sène. Bonjour, Moulin. Quatrième de couverture. Alors, c'est vraiment un réel plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans cette émission pour parler de votre livre intitulé L'école, mon choix, ma passion. Alors moi, quand j'ai vu le livre au niveau des rayons, j'ai dit l'école, mon choix, ma passion. Que voulait-il dire réellement? Juste pour lire la première de couverture que nous évoque ce titre. Mais c'est ça la réalité, l'école, j'aurais même pu dire l'école au cœur. D'abord, c'est mon choix. Au-delà du choix, c'est une passion. Et c'est ce que je relate dans ce livre. D'accord. Je ne connais que l'école. Mon père était enseignant. J'ai vécu dans les écoles. Donc, mon espace même privé, c'était l'école. Donc, voilà ce qui explique le choix de mon métier. Parce que j'avais beaucoup d'admiration pour mon père, comme je le dis dans le livre. Oui. J'ai limité dans ses gestes, dans ses paroles, dans sa façon de marcher. Il m'avait quand même ébloui. Si le mot est trop fort, je ne sais pas si le mot est trop fort. En tout cas, je voulais lui ressembler. Et puisqu'il était enseignant, il ne m'a jamais demandé d'être enseignant. Mais j'ai voulu lui ressembler. D'accord. Et j'ai pris le chemin de métier d'enseignant. Et comment était cet enseignant-là, votre père? C'était un enseignant sorti à la bonne école. Il est sorti de l'école normale William-Ponty. Il a été formaté pour ça. Donc, c'était des bâtisseurs. Exactement. N'oubliez pas que ce sont ces instituteurs qui ont écrit les plus belles pages de l'histoire du Sénégal indépendant. Exactement. N'oubliez pas que les premiers gouvernements du Sénégal, c'était ce qu'on appelle le gouvernement des instituteurs. Il y avait le président Mamadou Dia, qui était instituteur. Il y avait Fofana Abdoulaye, instituteur. Joseph Baye, Badou Mbeng. Donc finalement, les trois quarts du gouvernement, c'était des instituteurs. Même Senghor était professeur. Oui. Donc voilà que fait que, en tout cas, ils ont écrit, en tout cas, les premières pages de l'histoire du Sénégal. Donc, pendant le parcours scolaire, c'était déjà scellé que vous allez être instituteur? Non, peut-être pas ça. En tout cas, j'ai voulu ressembler à mon père. Maintenant, après, c'est après que le métier se dessine. Après que ce métier se dessine, que la passion maintenant commence à s'ancrer. Oui, c'est ça. Comme je dis, il ne m'a pas demandé d'être instituteur. C'est vous qui l'avez fait. Mais j'ai voulu lui ressembler. À l'époque, je n'avais pas... Je ne suis pas dit que je vais être instituteur, mais en tout cas, je voulais ressembler à mon père. D'accord. Voilà. Donc, quand je suis tombé dans l'affaire, d'une manière incidente d'ailleurs, pourquoi? J'ai aimé le métier. Je dis, tiens, puisque je suis en train de faire le métier que mon père a fait, alors je vais le faire comme lui. Mais pourquoi vous dites d'une manière incidente? D'une manière incidente parce que je voulais continuer mes études quand même. Mon frère venait d'avoir son bac et ça a coïncidé à l'époque où mon père a pris sa retraite. D'accord. Il m'a dit, écoute pape, je vais te demander un sacrifice. Je lui ai dit, lequel? Il m'a dit, bon, tu vas aller enseigner et tu vas soutenir ton frère. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc tu as vu, je n'ai pas hésité. J'ai pas hésité, j'ai dit, bon, pourquoi pas. Et d'ailleurs, il y a même des copains. J'ai d'ailleurs une pensée pieuse pour celui-là, M. Lamine Diouf. Il m'a dit, pape, continuons d'abord notre expérience. Nous venons d'arriver au lycée, continuons. Je lui ai dit, écoute, Lamine, mon père m'a nourri avec ce métier. Je vais aller dans ce métier et je vais nourrir mes enfants. Je vais fonder un foyer avec ce métier et je vais nourrir mes enfants avec ce métier.
Donc, voilà, fait que, donc je n'ai pas hésité à accepter sa proposition. D'accord. Alors, donc, arrivé très jeune dans l'enseignement, comment étaient les débuts? Ah, difficile, extrêmement difficile, parce Premier que poste. je n'avais pas de formation, on nous appelait les bouche-trous. Les bouche-trous, ça, il y avait des trous qu'il fallait boucher. Oui. Alors, les manquements qu'il fallait boucher. Donc, je suis sorti du lycée, et moi, en Casamance. Impossible. Dans un milieu, du point de vue linguistique, je n'entendais pas avec ces élèves-là. Ils ne comprenaient pas ma langue, je ne comprenais pas la sienne. C'était quoi le manding? C'était le manding, c'était le manjak, c'était le diola, etc. Mais je ne parlais pas leur langue, ils ne parlaient pas la mienne. D'accord. Et par surcroît, je n'avais pas de formation. Vous voyez que c'est quand même difficile. Compliqué, oui. C'était pas évident. Point de communication, problème de formation professionnelle. Ah. Alors, comment vous avez fait? Comment j'ai fait? Je me suis débrouillé. J'ai essayé de comprendre leur langue par des mimes. Le soir, je prenais un élève, je lui dis, bon écoute, comment on dit tel mot, etc., pour pouvoir quand même comprendre un peu ce qu'on dit. Mais par rapport à la formation, il y avait un directeur ou... Il y avait un directeur, mais malheureusement, je n'ai pas bénéficié de sa formation. Le premier jour de langage, j'avais un CI. D'abord, je me demande pourquoi ce choix d'ailleurs. Un maître qui vient d'arriver pour la première fois, qui n'a pas de formation, qui ne parle pas cette langue, on dit on vous donne le CI. Ça c'est compliqué. Je pense que là, du point de vue management, ça pose problème. Alors, le directeur me dit, bon, voilà votre classe. Je dis, ok. D'abord, tout le monde avait une classe en dur. Je suis le seul à avoir une paillote. En paille. Oui. Ah, il me dit, vas-y. Je dis, ok. C'était difficile. À chaque fois que j'essayais de le faire comprendre, il riait parce qu'il ne comprenait pas, c'était la première fois. Ah, je dis, mais comment je vais faire? Ah, papa je m'en suis ouvert, mais mon père était loin, il était à Kaolack. À Kaolack, oui. Moi, j'étais en brousse. La personne qui était proche et qui devait se charger de cette formation, c'était le directeur. Alors, pendant la récréation, je dis, mon directeur, ah, moi, j'ai des problèmes. Hein. Ah non, je vais venir vous aider, ne vous en faites pas. Il n'est jamais venu. Oh. Donc, je mimais, je criais, je faisais du cinéma, je faisais de la théâtralisation pour qu'ils comprennent. Tout était improvisé. Tu dis tout était improvisé. Ah, tout était improvisé. Voilà, c'est ça. En tout cas, je faisais plus du théâtre que de l'enseignement, pour être compris. Peut-être qu'il fallait le faire aussi. Bon, alors, les fiches de préparation, par exemple, c'est ça qui a amené mon père à prendre les choses en main. Parce que pour les fiches de préparation, en principe, chaque leçon, une fiche. Moi, chaque fiche, je faisais au moins 5 leçons. En mettant beaucoup de couleurs, croyant que c'est avec les couleurs agrémentées. Donc, il n'y avait pas d'étape. Et voilà, pas de canevas, rien, et j'étais content. Et le directeur me disait, ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il ne lisait pas. Peut-être il lisait, mais en tout cas, il me disait que c'était bien. Et je pensais que c'était bien. Puisque c'est le directeur. Bien sûr. Alors donc, j'étais très content de montrer mon exploit à mon père. Je dis que, ah, mon exploit. Voici mes fiches. Voilà, quand je suis venu, je dis, écoute, ah, papa, mes fiches. Je dis, mais tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Une fiche, 5 leçons. Une fiche où tu mets langage, calcul, écriture. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais où était le directeur? Il m'a dit que je faisais ça très bien. Ah non, 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 papa, c'est pas ça. Et il m'a montré ses fiches. D'ailleurs, lui, les fiches de mon père, je n'ai jamais vu ce genre de fiches. C'était des fiches personnalisées. C'est-à-dire, il prend les fiches, il met A de ma scène, Sachoro. D'accord. Leçon de langage, etc. Donc, toutes les fiches portaient son nom.
Donc il faisait une commande spéciale de fiches où on mettait son nom. Donc vous voyez qu'à l'époque, vraiment, les enseignants c'était des enseignants très engagés. Parce qu'ils le faisaient selon ses propres moyens. Donc c'est ainsi qu'il m'a appris à faire les fiches correctement. À faire des fiches. À monter vraiment un dispositif pédagogique. Voilà. Et de fil en aiguille. Et de fil en aiguille, je m'en suis sorti, je pense bien. Bien même. Bien même. Alors, quels sont les moments les plus difficiles lors de ce premier poste-là? Les moments les plus difficiles, vous savez que la brousse ne ressemble guère à la maison de papa. Un premier point. C'était difficile, à tout point de vue. S'adapter. D'abord, l'environnement. Le langage. Du point de vue communautaire, parce que je ne comprenais pas très bien leur langue, leurs coutumes. Du point de vue de l'alimentation. Donc il y avait beaucoup de choses qui, pour un jeune qui était au lycée et qui subitement se trouve en brousse, ça pose problème. Mais il y avait quand même des facteurs atténuants. Lesquels? Le directeur que j'ai trouvé sur place venait de Moulombe. Et mon père a servi à Moulombe et son père était son élève. Ça veut dire que mon père a enseigné le père de mon directeur à Moulombe vers les années 30. Et c'est ce qui a fait que très vite, je me suis adapté et il a tout fait pour que je m'intègre. C'était un peu difficile, c'est vrai. Mais il a quand même aidé dans les débuts à ce que je m'intègre davantage. Et il m'a présenté une famille Barry. M. Barry même était là le jour de la dédicace. Barry est de Dakar. Son père, je pense que porte le nom du stade Amadou Barry. D'accord. Donc, avec Barry, les choses sont allées très vite. Voilà. Et après? Mais dans un premier temps, j'étais tellement découragé que j'ai écrit à mon père pour dire, écoute, mon père, oui. J'ai envie de retourner au lycée, parce que je ne tiens plus bon. J'ai beaucoup aimé sa réponse. La lettre, je n'oublierai jamais cette lettre. Il m'a dit, mon cher fils, j'ai reçu ta lettre qui reflète ton découragement et ton amertume. Mais cela n'est pas digne d'un homme. Ce sont les difficultés que tu es en train de vivre qui vont puriner ton caractère et faire de toi un homme épanoui. Et il me raconte les conditions dans lesquelles ils ont vécu là-bas. Il me dit, par exemple, j'étais le premier musulman à servir à Soutou. Et j'ai les plus belles amitiés à Soutou. Donc, dans la vie, c'était comme ça. Il faut se battre, il faut se faire accepter. Il faut que tu te mélanges à la population. Il vous montre que... il m'a ouvert la voie en disant, j'ai mes meilleurs amis là-bas. D'ailleurs, mon frère est né là-bas. C'est extraordinaire. En tout cas, quand j'ai reçu cette lettre, ça a été la relance. J'ai dit, papa, je vous ai compris. Et je me suis mis vraiment au travail. Et vous avez au travail d'abord sur le plan académique. Je me suis beaucoup documenté. J'ai repris toute la littérature française, l'histoire du monde, l'histoire de l'humanité. Vraiment, je n'avais que ça à faire. Exactement. Et sur le plan professionnel également, il m'a donné des références, des bibliographies. Il m'a même donné sa bibliothèque, enfin sa documentation. Et je passais tout mon temps à lire. Et surtout qu'à Koussi, on avait quand même des atouts non négligeables. On avait l'électricité. Donc je pouvais lire la nuit.
On avait l'eau courante. Parce que c'était un village qui dépendait de la société Sodeca, la CGOT d'abord. La CGOT, c'était une compagnie oléagineuse qui a été créée depuis 1948 par les Européens. C'était pour répondre à la crise de 1929. Donc ils ont créé ça en Casamance, c'était à CEPA, et il y avait des villages satellites qui s'occupaient justement des problèmes de production agricole. Donc c'est une expérience très, très intéressante. Et donc il y avait des commodités qui rendraient le milieu plus agréable, plus doux, moins agressif. Et nous, les enseignants, on a bénéficié justement de ces dispositions, de ça, voilà, de ces infrastructures, voilà. Et donc cette documentation-là vous a permis d'avoir votre premier diplôme? Oui, d'abord sur le plan technique, c'est-à-dire professionnel. Il m'avait donné sa bibliothèque, il m'a donné des orientations. Il m'a par exemple donné un livre, pédagogie spéciale. Pape Sène, voilà un livre, tu dois l'avoir, tu pourras faire tous tes examens avec ce livre-là. Ne le donne à personne. Et c'est à travers ce livre que j'ai pu me préparer. D'abord au CEAP, c'était le premier diplôme qu'il fallait faire après 2 ans. Je l'ai fait, et je pense qu'à l'époque, on était 3 à être admis, 3 ou 4 dans tout le département de CIU. Et vous dites même que c'est une leçon... Une leçon qui portait sur la géométrie au C1, et je n'ai jamais eu de C1. Juste CICP. Juste CICP. On m'a donné une leçon sur le C1 en géométrie, en me disant, la leçon de géométrie, je pense qu'elle ressemble à la leçon de grammaire, je parle des choses comme ça. Ou la leçon de grammaire ressemble à la leçon de géométrie, il faut en faire la démonstration. Je n'avais jamais tenu de C1, mais puisque je m'étais beaucoup documenté, puisque j'avais beaucoup lu, donc vraiment c'est comme c'était une lettre à la poste. Et j'ai réussi. Là, vous lancez un message très important, que tout est vraiment documentation. Oui, c'est-à-dire documentation et engagement. Engagement. Je me suis investi. Comment voyez-vous aujourd'hui l'enseignant d'hier à celui qui est là, l'enseignant d'aujourd'hui? En fait, je pense qu'on ne peut pas dire l'enseignant d'hier d'aujourd'hui. Moi, je pense que j'entends souvent les gens dire volontaire, LDDN, mais ça a toujours existé. Il y a toujours eu un recrutement complémentaire. Même du temps de Ponty, il y avait des gens qui sortaient de Ponty, d'autres sortaient de Blanchot, d'autres n'avaient aucune formation, c'était des moniteurs auxiliaires et il n'y avait pas de formation. Donc ça a toujours existé. Par contre, l'engagement, la différence c'est au niveau de l'engagement. Moi j'ai connu des moniteurs très engagés. Très engagés et qui faisaient plus de résultats que les instructeurs titulaires de CAP. Donc c'est un problème, moi je pense que c'est un problème d'engagement. C'était engagement dans ça. Et je m'étais engagé à ressembler à mon père. Et voilà. Malheureusement, il n'a pas eu il n'était pas présent quand je réussis définitivement au CAP. Il n'était plus de ce monde. Il laisse un bel héritage néanmoins. Je pense bien, je pense qu'il m'a laissé quand même un héritage professionnel assez important. En lisant le livre, on sent nettement cette complicité-là, cet amour, mais aussi cette admiration envers ce père. Oui, parce qu'il m'a donné des leçons de vie. D'abord, je vous ai dit que nous, on habitait dans les écoles. Oui. À l'époque, je pense que si vous prenez la région de Diourbel, le seul bâtiment à étage qui existait à Diourbel à l'époque, je pense que vous pouvez les compter, c'est l'école régionale où j'habitais, l'école neuve, c'est une école, et certainement la résidence du préfet. À l'époque, on ne l'appelait pas préfet, on l'appelait de l'administrateur. D'accord. Donc, moi, je n'ai vécu que dans les écoles. Et mon père me disait, il faut que vous soyez à l'école, c'est-à-dire dans la cour, 20 minutes avant. Ah oui. J'habite à l'école, à l'étage. Il nous exigeait à être dans la cour
Moins 20. Ouais. Même les autres doivent être à moins 40. Nous, moins 20. Donc, j'aurais pu dire, écoute, je vais attendre jusqu'à ce qu'on sonne la cloche pour que je descende. C'est plus facile. Oui. Mais il m'a montré que ce n'était pas ça. On a demandé aux autres d'être là à moins quart. Lui, il me demande d'être là à moins 20. À moins 20, je dois être dans la cour. En attendant qu'on sonne le premier coup. Donc, voilà des leçons de rigueur, de respect de l'ordre qu'il m'a donné. Et quand même qu'il a quitté la craie pour le commandement, là également, il m'a donné des leçons de vie extraordinaires. Avec l'entrée des griots. Quand les griots sont venus chanter ces louanges, il a dit arrêtez. Sa mère est venue dire, mais Adama, qu'est-ce que tu es en train de dire là? Mais ils sont en train de chanter tes louanges. Il me dit non. Ça, c'est un sanctuaire de la République. Ici, ce n'est pas le lieu de la vanité. Ce n'est pas ma maison personnelle. C'est une maison qui appartient à tout le monde. Très belle leçon de vie. C'est une leçon de vie, ça. Exactement. Et quand on faisait la parade chaque matin, bon, le salut du drapeau, quand je voyais ça, j'étais tellement content. Je dis, on le fait pour mon père, c'est mon ego, etc. Et j'étais content. Il a arrêté. Quand il a vu ça, il m'a dit, vous pensez qu'on est en train de glorifier ma personne. Ma personne, de glorifier à ma personne. On est en train de rendre hommage à la République. Belle leçon à travers ma personne. Et vous pensez que c'est pour moi, Pape Sène? Donc vous n'avez rien compris. Ça, c'est l'honneur qu'on fait à la République. Et puis intéresse-toi à tes propres succès personnels plutôt qu'aux succès des autres. Les succès de ton père, ce ne sont pas tes succès. Ici, on ne naît pas fils de commandant. Pour aller à l'école, hein, il faut marcher. Bien sûr. Ah oui, mais non, il faut marcher. La voiture, non, c'est pas pour ça. Il faut y aller, il faut marcher. J'avais la rigueur. Donc c'est comme ça qu'on a vécu. Et il y avait même des choses beaucoup plus intimes d'ailleurs. J'ai mis la rencontre avec Seigne Fallou. Oui. Mais c'est ma tante qui m'a envoyé là-bas, c'est pas lui. Oui, vous l'avez notifié aussi. Vous n'avez pas remarqué que c'est pas lui qui m'a envoyé là-bas? Parce qu'il voulait Parce vraiment qu'il ne voulait pas, prendre, tout le monde voulait être à côté de Seigne Fallou. Il ne faut pas que je passe par lui pour avoir des privilèges que d'autres enfants bien compris. Puissent avoir et qu'ils n'ont pas. Donc pour lui, c'était ça, la légalité des chances pour tout le monde. C'est vrai, la légalité des choses. Et ça m'a aidé. Ça a construit ma citoyenneté. Après l'enseignant, vous êtes devenu inspecteur. C'est toujours là, dans le même siège. Oui. Quand j'ai quitté, après 2 ans, j'ai quitté Kousi et je suis venu à Dakar, à l'école Baobab, Massaer. Bon, là également, bon, là, quand je suis venu, bon, j'ai trouvé un directeur qui connaissait déjà mon père, donc il me prenait comme son fils, Babacar Gueye. Je viens, il me donne le CM1. Je dis, mais directeur, moi, je ne connais pas le CM1, je n'ai eu que les CP, tu vas plonger. Heureusement qu'il y avait une dame, Madame Si, qui m'a aidé à tenir le CM1. C'était mon vis-à-vis, mais il était beaucoup plus expérimenté. Et c'est elle qui m'a montré comment on fait un dispositif maintenant de CM1, de CM. Alors donc, j'ai commencé avec le CM, avec l'appui de Madame Dramé. Bon, les directeurs avaient l'habitude de faire le tour des classes pour inspecter les maîtres. Il est venu me voir et le soir, il m'a dit, bon voilà, Monsieur Sène, je vous ai choisi pour faire la leçon modèle. Je dis non, je fais le tour des classes. Vous êtes capable de faire la leçon modèle. J'étais tout honoré. Et une activité très banale allait être chez moi un événement de premier ordre. Donc je rassemble toute la famille, ma mère, mes soeurs, j'ai été désigné pour faire la leçon modèle, donc il faut que vous m'aidiez à réussir ça. Et tout le monde s'y est mis. Je pense, c'était le manioc.
D'accord. Ma sœur devait s'occuper de tout ce qui est manioc. Bouture, Donc, comment manioc se passait fini. la leçon modèle? Voilà, il fallait présenter la leçon modèle sur le manioc. Et tout ce qui se rapportait au manioc, bouture, Et jusqu'à la produits finis, transformation. tapioca, tout, c'est ma sœur qui devait s'en occuper. D'accord. Mon frère, mon cousin qui était aux affaires étrangères, Pape Alissé, tout ce qui est documentation, reprographie, etc., c'est lui qui devait se faire ça. Et il a merveilleusement bien fait. Et je me suis payé un très beau costume. Parce que pour moi, c'était un événement spécial. Et il est. Et je suis venu le jour J, avec mon costume et tout. Et j'ai présenté ma leçon. Au début, c'est vrai, j'avais un peu le trac. Et j'ai fait chanter les élèves. Je m'en souviens jusqu'à présent. Au jardin de mon père. Je vais chanter au jardin de mon père. Les lilas ont fleuri. Tous les oiseaux du monde, ils viennent faire leur nid. Voilà. Donc, c'était pour être moins stressé. Oui. Donc, j'ai fait la leçon. Les élèves ont vraiment bien répondu. Après, il fallait maintenant passer à la séance de critique. Les collègues, j'ai un collègue Benjeloun qui était très futé et qui s'y connaissait bien en matière. Son interaction portait plutôt sur les apports du manioc, du point de vue nutritif. Par exemple, les feuilles du manioc, etc. Donc, il fallait, pas sur le plan modélogique, mais sur le plan de l'apport énergétique du manioc. Bon, le directeur, lui, a donné... Il était dans le sillage que j'ai tracé, il a plutôt contribué. Il y a une dame, et ça m'a fait rire, elle a pris la parole en disant Ben a tout dit, Ben Jeloun a tout dit. Le directeur lui a dit, mais Ben n'a pas tout dit. Ben a dit ce que toi tu voulais dire. Il voulait faire comme Ben, mais puisqu'il n'avait pas les moyens de Ben, il a dit Ben a tout dit. J'ai dit, non, Ben n'a pas tout dit. Ben a dit ce que toi tu voulais dire. Donc ensuite, c'est le tour de l'inspecteur, Mandoumbe Diop, un homme de classe, qui a repris les choses. Ah, c'était fantastique. Quand il a fini, j'étais vraiment dans les cordes. Je dis, mais vraiment, donc, j'étais un peu mi-figue, mi-raisin. Je dis, bon, donc, je n'ai pas tellement bien réussi alors. Parce que vraiment, sa charge était vraiment lourde. Alors, on a fini. Je dis, bon, écoute, je m'étais dans la classe en train de ranger mes bagages. Il rentre dans la classe. Il me tape, je dis, à l'épaule, je sais, vous avez votre CAP? J'étais un peu surpris, je dis non. Ah, vous êtes capable d'avoir votre CAP? Je dis oui. Ah oui, vous êtes un excellent maître. C'était fini. Le déclic était lancé. Premier compliment. Premier compliment, le déclic, je dis non. Ça veut dire que j'ai bien travaillé, je suis capable d'avoir le CAP. C'est fini, je me suis dit, donc moi, je suis un bon maître. Et je me suis installé dans cette perspective. Et alors, la suite lui a donné raison. Je me suis présenté au CAP. Vous l'avez réussi. J'ai lancé d'abord un défi. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'admis à l'école, vraiment. Parce qu'il n'y avait que 2 qui avaient le CAP. J'ai dit, bon, moi je ferai le CAP une fois. Un examen difficile, un examen compliqué. Et Ibader Thiam disait, après son doctorat, Ibader Thiam disait qu'il a fait l'agrégation, le doctorat, mais l'examen qu'il a le plus fatigué dans sa vie, c'était le CAP. Parce que les inspecteurs ont rendu le CAP absurde. Voilà, donc c'était ça. Donc je dis, bon, moi j'ai fait le CAP une fois. Et j'ai tenté une fois, je l'ai eu. Avec des conditions de préparation assez spéciales. À l'époque, il n'y avait pas... Les inspecteurs étaient invisibles dans l'espace scolaire. Le syndicat qui nous aidait était dissous par Senghor. Donc, on n'avait pratiquement pas d'encadreur. Donc, c'est un journaliste, un cousin, du nom de Cheikh El Walid Sey, qui m'a aidé à préparer le CAP.
Donc, encore un engagement. Je ne me suis pas... J'aurais pu dire, bon, je n'ai pas d'encadrement, donc voilà, je vais attendre. Tout a été engagement. Non, tout a été engagement. Et je me suis engagé comme ça. Et puisque j'avais l'habitude également d'initier mes enfants à la littérature africaine, il n'y avait pas seulement les livres de littérature classique. Je leur faisais lire Maïmouna, les contes de Birago, etc. Ils avaient tout ça. On nous donne un sujet portant sur Birago Diop, en le comparant avec la Bruyère. D'ailleurs, alors que dans le programme du CAP, c'était l'heure et lueur. Mais dans le sujet tel que libellé, il fallait les comparer avec les contes d'Amadou Kourba. Alors que les contes et le nouveau conte ne faisaient pas partie du programme. Moi, je coupe. Moi, j'ai eu la chance parce que j'ai lu et je travaille avec ça avec mes élèves. Donc là également, c'était une programme de santé. Et j'ai réussi brillamment. Pour l'équipe. Il fallait maintenant penser à l'oral. Voilà. C'était quand même le calvaire. Il y avait un inspecteur d'une sévérité extrême. Lui, s'il passe dans ton école, c'est pour vous donner le mandat. Le mandat, c'est-à-dire l'ajournement. L'ajournement, c'était la règle. Ah bon? Ah oui, oui. Donc, je tombe sur Frédéric Badiane. Je devais avoir ce jour-là une leçon d'observation, une leçon d'histoire, parce que ça doit faire 5 leçons, calcul, français, éducation physique. Français, c'est obligatoire, éducation physique, c'est obligatoire, mathématiques, c'est obligatoire, mais les deux, il fallait choisir entre l'histoire et l'observation. J'avais déjà acheté un poisson comme ça, un gros poisson, les sardines, tout était présent pour le poisson, pour faire une bonne leçon sur le poisson. Il a bien regardé le poisson, il a bien regardé les sardines, en bocal et tout. Il me dit, bon, voilà, tout ça c'est bien beau, mais je veux une leçon d'histoire sur le syndicalisme africain. Vous voyez? Je dis donc, vraiment, ce monsieur-là, il me met dans des conditions difficiles. Je dis, quand cela ne tient. Alors, on sort, la première leçon, c'était l'éducation physique. Les maîtres avaient l'habitude de faire ce qu'on appelle ma cousine, qui sait lever les disques, sait porter, etc. Ma cousine, c'est la marche. Cousine, course, sait lever saut et porter, attaque-défense. C'est ça que les gens faisaient tous les matins. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le maître peut être en classe et dire aux élèves, on fait la même chose parce qu'ils l'ont fait la veille. Est-ce que vous avez compris? Le fait répétitif là. Oui. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin du maître. Bien sûr. Moi j'ai changé les rôles. J'ai dit non, je vais faire une leçon où il y a une dominante. Exercice préparatoire et je vais faire le lancer-poids. Montrer aux enfants comment on fait un lancer-poids. Et je fais les différentes techniques de lancer de poids. Il était aux anges. Parce que c'était la première fois qu'il voit ça. Tout le monde faisait la même chose. Il a dit, tiens, celui-là, il propose une leçon où il y a une dominante. Parce que je savais que c'était le point qu'il passait pour coller les candidats. Quand j'étais au courant, alors je lui fais une leçon. Bien tapé là-bas. Ah, il confie à ses collègues là, nous avons affaire à un bon maître. Il ne faut pas le rater à l'oral. Jusqu'à cela ne tienne. On va voir. Toujours avec l'engagement. Toujours avec l'engagement, je viens, je prépare encore une leçon difficile. Le passé deuxième forme du conditionnel. La conjugaison. Difficile. Là aussi, je n'ai pas été systématique. J'ai présenté ça sous forme de communication orale. Et là encore, il a été séduit. Donc finalement, il savait que ce n'était pas possible qu'il me colle. On passe à l'oral. Il me pose une question
les mesures effectives et les mesures réelles. Je dis, ok, les mesures effectives, je dis le poids, vous avez le poids, parce que j'ai fait le lance-poids. Parce que ça, c'est une mesure réelle. Mais hectolitre, je ne peux pas montrer un hectolitre. C'est une mesure effective. Donc, c'est les schématisations qui en permettent. Donc, il m'a dit, ah. Nous-mêmes, on est en train de faire une belle leçon. Et quand il a appelé mon directeur pour dire, monsieur le directeur, j'étais à la recherche de l'oiseau rare. Je l'ai trouvé en votre candidat. Je l'admets sans aucun problème. Oh. J'étais le premier à réussir avec Frédéric Vallière. Ils les avaient tous collés. On n'était que 3. Et d'ailleurs, les 3 sont devenus après inspecteurs. Hein? Donc, c'est comme ça que j'ai réussi avec Frédéric. Si vous tapez Google, vous pouvez voir que Frédéric Vallière n'était pas un homme de cœur, un enfant de cœur. Alors, donc, j'ai réussi. Donc, les enseignants qui faisaient le CAP passaient à l'école, je leur donnais des ficelles, etc. Donc, vraiment, c'est dans ce cadre-là, bon, j'étais presque un encadreur dans l'école, dans l'encadrement interne. Jusqu'à être inspecteur. Voilà, après, bon, il y a eu un petit incident à l'école. Et par solidarité, on a suivi notre collègue qui avait un problème avec le directeur. Et finalement, nous avons été dispatchés à travers les écoles. Mais là également, pour dire qu'on était quand même des enseignants qui avaient beaucoup de personnalité, on a dit à l'inspecteur, voilà, nous n'avons absolument rien fait, c'est-à-dire nous portons secours à notre sœur. On va être affecté, mais dans les écoles que nous avons choisies. C'était ainsi que je suis allé à Dieuppeul, à côté de chez moi, et j'ai demandé à mon ami Benjoul, toi, tu as habité Dieuppeul avec Benjoul. Donc, le reste, donc on n'a plus le choix. Hein. Donc, c'est à Dieuppeul que j'ai été. Là également, bon, voilà, un dimanche, mon ami Benjoul me dit, on va aller à Bourg. Je vais te présenter un homme qui est un ami, qui a beaucoup de connaissances mystiques. Il va prier pour nous. J'ai dit, qui est cet homme? Il m'a dit, c'est Yadikon. Je pense que vous avez entendu parler de Yadikon. Et quand nous sommes allés voir Yadikon, on discutait, Yadikon leur a dit, Monsieur Sen, c'est la première fois qu'il me voit. Monsieur Sen sera inspecteur. Ah oui? Ben lui, inspecteur. Ah donc je vais m'attacher à lui régler son problème avant qu'il ne soit mon chef. en passant. Bon, après quand je suis revenu, j'ai dit, bon, les paroles de Yadikon résonnent encore à moi. Je dis, tiens, je vais me présenter au concours de l'inspectorat, le CRIA. Et quand je suis venu d'ailleurs ce jour-là déposer ma candidature à l'école normale, il y avait un Français qui était là, directeur de Lafont. J'ai dit, bon, je même avec les éditions Lafont. Lafont, c'était un inspecteur, mais français, qui était le directeur des études. Il m'a dit, vous voyagez, vous dites que vous voyagez. Je dis, je dépose parce que je dois voyager, quoi. Donc, aidez-moi à prendre le dossier, quoi. Il m'a dit, vous préparez le CRIA, vous voyagez, vous allez passer en vacances en France. C'est pas un examen facile, hein. Je dis, mais je suis obligé de partir en vacances. Et je suis parti. À mon retour, j'ai fait l'examen. On me donne un sujet sur le CM2, en matière de relation, planification. Là également, c'est comme lettre à la poste. Donc j'ai réussi comme ça. Et je suis entré à l'école normale supérieure pour une année. Et je suis sorti comme inspecteur adjoint. Après, bon, avec les luttes syndicales qui ont suivi après, nous avons été intégrés dans le corps des inspecteurs. Et voilà. D'accord. Pour avoir été instituteur, ensuite inspecteur, de quoi dépend alors la réussite d'un élève?
La risque de neige, ça dépend. D'ailleurs, pour moi, c'est pourquoi il faut savoir lire mon livre d'ailleurs. Ce livre-là, il faut savoir le lire, moi, à mon avis. D'abord, je parle de mon enfance. Comment mon père et ma mère ont construit ma personnalité. Ici, je donne des cas. Avec les élèves. Avec les élèves. Vous savez, j'ai dit d'abord le cas de Ousmane. Le cas de Ousmane, c'est un élève de CM2 avec la note éliminatoire. À travers la note éliminatoire, il faut voir la politique éducative de l'époque. 0, tu es éliminé. 0 en dictée, tu es éliminé. Quelles que soient tes notes dans les matières scientifiques. En dictée? En dictée, tu as 0, tu es éliminé. Ce gosse-là était brillant. Sauf en dictée. Si on l'éliminait, ça va créer chez lui un traumatisme. Je dis donc, je vais tout faire pour que ces élèves brillants ne soient pas éliminés. Et c'est ainsi que je me suis mis à l'œuvre. C'est qu'il y a quelqu'un qui a témoigné l'autre jour à Médine-Si. Donc, j'ai tout fait avec ces gosses-là et j'ai pu les récupérer, sauf à Médine-Si. Malheureusement, qui avait totalisé plus de 120 points. Mais il a été... À l'entrée en sixième, mais éliminé en dictée. Donc, c'est possible quand on dit que le 0 est éliminatoire, le maître peut avoir des techniques pour faire réussir ses enfants. C'est ce que je dis ici. Ici, un gosse qui ne sait pas lire, arrivé jusqu'au CM2, il ne savait pas lire. Et ce sont des cas qui existent toujours. Et qui existent toujours. Là également, j'ai pu réagir à temps pour sauver ce gosse, et qui est devenu maintenant professeur. Et je pense que la partie la plus émouvante l'autre jour, c'est quand il est venu avec sa toge, il a sorti sa toge et m'a fait porter sa toge en me disant « Monsieur, je vous fais porter ma toge. » Donc voilà. Donc là, vous avez un gosse qui fait des mots croisés. Voilà. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà une fille qui, au lieu de travailler, fait des mots croisés. Ça veut dire quoi encore du point de vue pédagogique? Ça veut dire qu'il faut que le maître puisse connaître ses élèves. Pour que chaque élève, quel est le comportement adéquat je dois faire avec tel élève. Si cet élève-là, qui faisait ses mots croisés alors qu'on faisait des problèmes, si j'étais brutal avec lui, c'est fini, qu'on va le perdre. Et même vous donc je connaissais donc la psychologie de mes élèves et j'appliquais à chaque élève le traitement qu'il fallait. Et l'intervention du parent? Le parent m'a aidé en me disant, je connais ma fille. Elle est comme ça. Et j'ai tenu compte de ça. Donc, ça c'est donc des cas qu'on rencontre dans nos classes. Ici, vous avez la ceinture. La ceinture, c'est quoi? Ah, la ceinture, vraiment, c'est un élève qui, malheureusement, était dans des conditions très difficiles. Du point de vue des apprentissages, comme du point de vue social. Le dimanche, je le voyais descendre, arpenter les marches de stade pour vendre des cacahuètes. Des fois, quand j'allais aux marches, il me traversait avec ses cacahuètes. J'ai dit, où sont les cacahuètes? C'était certainement pour participer à l'effort familial. En classe également, c'était pas ça. Et quand il y a eu l'incident, après-midi, on est en classe, il y a un maître qui arrive, tac, ouvre la classe, se dirige vers l'élève, il lui arrache la ceinture, c'est la ceinture de mon fils. Oh là là. J'étais ébahi. Madické était en pleurs. La classe médusée. J'appelle Madické, je lui dis, écoute Madické, je te comprends. Je vais te donner une ceinture
Et je vais faire de toi, à partir d'aujourd'hui, le responsable de cette classe. Et je demande aux élèves, vous allez obéir au doigt et à l'œil à Madické. Donc j'ai donné à Madické un nouveau statut. Et Madické, pour me faire plaisir, a fait le saut du lion, un effort surhumain pour lui, pour pouvoir être à la mesure des responsabilités que je lui ai confiées. Puisque moi, j'avais, dans chaque élève avait une grille, échelle. Il peut mesurer ses propres performances. Et j'avais également une échelle collective. Donc Madické pouvait voir que lui, il était en train de progresser. Et il a progressé durant toute l'année, les fautes devenaient rares. Madické totalisait plus de... Je suis en train de dire des choses. Je dis Maké. Puis totaliser 20 fautes. Après, il s'est rendu compte qu'il est en train de faire moins de fautes, trouver ses professeurs. Il a réussi à l'entrée en sixième. On l'affecte à l'âge 10. Je dis, ah, c'est bien. Est-ce que Madické va pouvoir terminer au chiffre? Il passe ses examens. Jusqu'au BFM, il réussit, il passe à la maison. J'ai mon BFM. Ah, j'ai dit, ah, alhamdulillah. Il me dit, maintenant, on m'a affecté à Imam Moulay. Au fond de moi, je dis, Imam Moulay, comment il va faire le transport? Et après, il me dit, il vient me dire, j'ai mon bac. Et je me prépare pour faire informatique. Donc, voyez donc des gosses qu'on aurait pu perdre. Je m'excuse. Ça veut dire que dans nos écoles, on assassine des Mozart. Moi, je veux qu'on réveille ces Mozart. Il y a des Mozart endormis dans nos classes. Il faut les réveiller. Donc, dire que tel élève est nul, tel élève ne peut pas faire ça, pour moi, je n'y crois pas. Je pense que ça dépend de l'engagement du maître. De savoir comment le booster, l'élève, pour pouvoir avoir ce qu'on veut. Ah, monsieur Zem, je sais qu'une émission ne suffira même pas pour dire tout ce que vous avez à dire. Toutes les questions sont là. On me signale depuis très longtemps que c'est fini. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. On a vraiment besoin d'hommes comme vous au niveau des écoles pour remotiver les enseignants, leur donner les méthodes. Mais je ne saurais vous laisser partir sans poser cette dernière question-là. Selon vous, qu'est-ce qui fait un bon enseignant? C'est dommage qu'on n'a parlé que de la partie instituteur. Oui. Mais peut-être une autre fois, on parlera de la partie inspecteur. Dans la partie inspecteur, vous avez vu que j'ai déplacé mon bureau pour aller dans les écoles. Dans les écoles, oui. Mon bureau, ce n'était pas les classes, c'était là-bas. Pour vivre ça au quotidien. Maintenant, qu'est-ce qui fait un bon enseignant? Pour moi, un seul mot, l'engagement. D'accord. L'engagement. Mais quand je vais jusqu'à Banjul pour rencontrer un enseignant émérite, c'est par engagement. Donc moi je pense qu'il faut que les enseignants soient engagés. Qu'on ne me parle surtout pas d'argent. Qu'on ne me parle surtout pas de salaire. Vous savez, le déclassement, on n'y peut rien. C'est un déclassement qui est là. Vous savez, le déclassement social de l'enseignant, il est là, on n'y peut rien. Parce que c'est son succès qui a amené ce déclassement. Autrefois, c'était le seul à avoir la maîtrise du savoir. Dans le quartier, dans les villages, en ville, c'était lui qui détenait le savoir. Donc, au point de vue social, il était au-dessus. Au-dessus de tout. Mais maintenant, l'école a eu des succès. On a formé des ingénieurs, on a formé des professeurs. Donc, effectivement, le déclassement arrive forcément. Autrefois, quels sont les métiers
les métiers vedettes. Il fallait être magistrat, il fallait être inspecteur des impôts. Maintenant, c'est fini. Il y a des métiers plus émergents. Exactement. C'est l'intelligence artificielle, c'est l'informatique. Tout évolue. Nos enfants-là ne veulent plus être des magistrats, ils ne veulent plus être inspecteurs des impôts. C'est de vieux métiers. Là, ça se comprend mieux. Ça se comprend. Donc, pour moi, je pense que ce qu'il nous faut, c'est des enseignants engagés. Et si on a de bons instituteurs, on aura un bon système éducatif et on aura de bons citoyens. D'accord. Que pourra-t-on ajouter après ça? Il faut que nous formions nos instituteurs. Il faut quand même les former. Exactement. Il faut leur former, Réussir leur assurer l'engagement. une bonne formation, leur assurer un encadrement suivi. Et je pense que l'engagement viendra. J'ai eu à former des volontaires. Il y avait quelqu'un, j'en parle dans le livre. C'était un diplômé en droit. Lui, il était là justement pour faire volontaire et ensuite avoir quelques trucs et faire continuer son Et droit. c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la Mais- majeure partie. Quand je l'ai rencontré, je pense que c'est un Kandi, je pense que Kandi ou Kanoj. Il est venu me dire, monsieur, moi j'ai fait du droit. Mais quand je vous ai rencontré, j'ai rangé mes manuels de droit et je veux être enseignant. Je suis resté enseignant, j'ai fait mon CAP, etc. Maintenant, je prépare l'inspectorat. Donc, je pense qu'il faut les former, c'est vrai, leur assurer un suivi permanent et je pense que l'engagement viendra après. Je pense. L'engagement, ça se construit. On ne se dit pas, ce n'est pas quelque chose de spontané. En disant, ah non, je suis engagé, je pense qu'un engagement, Il faut ça le se vivre. construit. Et le vivre aussi. Au contact avec les pairs, avec les enseignants également. Et je pense qu'avec ça, l'engagement viendra, à mon avis. Chers internautes, nous arrivons à la fin de l'émission, malheureusement, mais très malheureusement, parce qu'il reste tellement de questions. Comme vous l'avez dit tantôt, on n'a pas vraiment évoqué la partie inspecteur. Et j'espère que vous reviendrez pour qu'on puisse en parler encore. Il n'y a aucun Ce problème. sera avec un grand, grand plaisir et un honneur. J'aimerais bien parler. Oui. Et il faut Moi-même, changer la perception des inspecteurs maintenant, je pense. D'accord, il faut qu'on fasse une autre partie. Il y a aucun avec problème. Amadou Moustapha Sen dans Il y a aucun l'école. problème. Mon choix, ma passion. C'est ça. Quel est votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est vous remercier. Vous me donnez l'occasion justement d'expliquer le sens de ce livre. Et je pense que je vous remercie beaucoup. Ça a été un plaisir pour moi de faire cette émission. Plaisir partagé. Et quand je parle de l'école, je n'ai pas envie d'en finir parce que l'école est au cœur. Donc, c'est ma passion. Donc, ce n'est qu'une partie remise. Je reviens une autre fois Inch'Allah. pour parler de l'inspectorat. Surtout. Voilà. Quelle est l'incidence de l'inspection justement dans la vie du maître, dans la vie scolaire. Je pense que Exactement, on peut en c'est parler. vraiment important. Le quantum horaire qu'on évoque souvent. Il faut qu'on en parle. Voilà. Est-ce que maintenant, le quantum horaire, pourquoi ne pas parler du quantum d'encadrement? Je pense que tout ça aussi, on peut en parler. Les syndicats et tout, je pense qu'on en parle. Oui. Mais tout ce qui a été dit aussi a été très, 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 très important. Merci. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. J'espère que je n'ai pas déçu. Très, très belle émission. Merci. Au revoir et à très bientôt. Merci.